Bonjour à toutes et tous, et de retour sur le plateau avec aujourd'hui nos amis de Trustpilot. La recommandation, elle a toujours impacté la décision d'achat. Ce qui était, il y a que quelques décennies, un bouche à oreille limité à une sphère restreinte, s'affiche aujourd'hui sur le web. Les sites tiers de confiance, les profils d'établissement Google My Business, bref, les réseaux sociaux, partout en gros ce qui peut être exposé sur le web. Ça devient presque la consultation d'avis, une nouvelle étape du parcours client qui est née. 89% des consommateurs consultent les avis des internautes avant d'acheter un produit ou un service. 87% des consommateurs français ont consulté au moins un avis client avant un achat. Donc ça, ce sont des, des études que vous connaissez bien, hein, Trustpilot, je vais vous présenter tout de suite. Donc les avis spontanés exposés sur le web sont très souvent de nature extrême. On l'a vu, même on en a parlé juste avant, extrêmement positif, mais aussi extrêmement négatif. Et votre client va plus facilement, celui qui est mécontent, laisser exploser sa colère et son insatisfaction, que ce soit visible, que ça se voit. Pour espérer une réponse de la part de l'entreprise ou vous faire payer en quelque sorte en exposant une expérience un peu malheureuse aux yeux du plus grand nombre, que ça se voit, que ce soit dit. Donc pas de place pour la fatalité, il devient primordial bien sûr de canaliser vos avis clients et d'en tirer parti pour générer de la confiance. On va en parler aujourd'hui, de la réassurance aussi auprès de vos futurs clients. Eloquent et Trustpilot sont ravis de répondre à ce challenge ensemble afin de vous ouvrir la possibilité de rééquilibrer votre image de marque grâce à des expériences issues, grâce à des avis issus d'expériences qui sont, elles, vraiment bien réelles. Alors, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Guillaume Panetier. Guillaume. Bonjour. Bonjour, ça va et toi? Très très bien, hyper content d'être là, donc merci beaucoup de m'accueillir. De rien, on est ravis, moi je suis ravie. Je sais que tu as pris l'avion d'Helsinki, là, tu es arrivé il n'y a pas très longtemps. Exactement, je suis arrivé avant-hier. Il faisait très froid, il fait tout à fait froid quand même ici à Paris. Très bien, bon, écoute, on se réchauffe sur le plateau, c'est parfait. Absolument. Et ravi également d'être en compagnie de Thomas. Merci Aurélie, merci pour l'invitation. Voilà. Très content d'être là aussi. Partenaire Manager France, Country Manager France. Absolument. Donc deux partenaires avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pour monter ce partenariat. On le mettra un petit peu en image après, voir un petit peu en quoi ça consiste. Un petit retour sur le dessin de Gab qui nous accompagne aujourd'hui sur surtout n'achetez pas la cafetière, c'est de la et là tout le monde qui l'entend. Merci Gab pour ce trait d'humour qui nous voilà. J'ai pas acheté la cafetière. Non, tant mieux. Alors j'ai une question un petit peu pour tous les deux. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, vous avez abordé un concept que moi je connaissais pas du tout et qui m'a vraiment interpellée, donc déjà en tant que marketeuse, mais même juste humainement, la preuve sociale. Alors, qu'est-ce que c'est la preuve sociale? En fait, tu sais ce que c'est. En fait, on sait tout ce que c'est. C'est juste qu'on n'est pas habitué à connaître forcément le terme. Preuve sociale, en gros, c'est un terme qui a été dit par Robert Cialdini dans un livre qui est assez connu. Toutes les personnes qui vont avoir tendance à apprendre le marketing vont le lire à un moment donné. En gros, il a sorti un livre qui s'appelle Influence, la psychologie de la persuasion. Et en fait, la preuve sociale, je pense que c'est un peu l'effet mouton, des fois, qu'on va pouvoir tendance à dire, si on vulgarise un peu. En gros, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Tu as dit, tu viens de l'aéroport de Helsinki, il s'est passé un truc qui est totalement preuve sociale pour le coup. L'aéroport de Helsinki, c'est pas un aéroport forcément très habitué d'y aller. En fait, quand je suis sorti de l'avion, il y avait une personne devant moi qui allait aux toilettes, elle allait à gauche. Je ne savais pas où était la sortie, je suis allé à gauche pour me rendre compte que les toilettes étaient à gauche, mais la sortie à droite. Donc ça, c'est l'effet de preuve sociale. Ouais. En gros, c'est quand on ne sait pas trop quoi faire, on va tendance à faire comme les autres. Quelque chose qui arrive très souvent, ça nous est arrivé à nous par exemple hier, c'est qu'avec Thomas, on finit notre journée de travail, une dure journée de travail, et on se dit, on irait bien dans un café. On arrive sur une petite place très parisienne, il y a 6 établissements, donc 3 ici et 3 là, et on se dit, mais on va dans lequel ? Et là, il y avait un des établissements qui était vraiment vide. Pour le coup, on s'est dit, oula. Et d'un coup, on a regardé un autre établissement à côté où on va dire qu'il faisait bon vivre. Il y avait de la vie là-dedans. Et automatiquement, on s'est dit, bon, on va aller là-dedans, ça a l'air plus sympatoche, quoi. Ouais. Une petite bière. Oui, exactement. Avec modération, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et la preuve sociale est tellement partout qu'elle peut être à des moments de détente aussi. Je pense qu'on a tous regardé la série Friends. Souvent, ils rajoutent des rires à des moments humoristiques. Et en fait, d'entendre des gens rire, ça va valider le côté humoristique de la scène. Et donc, on va s'autoriser nous-mêmes à rigoler, quoi. Alors peut-être qu'on ne le ferait pas s'il n'y avait pas eu ces rires.
Parfait. Alors, alors, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu les sites de confiance. Quesaco, nous, on ne connaissait pas ça chez Eloquent avant de vous rencontrer, donc on a eu de la chance que vous nous éclairiez là-dessus. Oui. En fait, un site tiers de confiance, c'est un intermédiaire qui va permettre d'instaurer la confiance entre un vendeur et un acheteur. Acheter en ligne, ça peut être quelque chose d'effrayant. On laisse sa carte bancaire, on laisse son contact, on dépense de l'argent, on peut dépenser parfois des grosses sommes, ce qui peut faire peur. Et donc ce site de confiance, il est là pour essayer de rassurer cet acheteur et puis le pousser à passer le pas et montrer la fiabilité du site et, si je peux parler un peu vulgairement, montrer qu'il n'y a pas d'entourloupe, quoi. Voilà. Voilà. Oui. Guillaume, quelque chose à rajouter Non, je pense que si tu disais quand même aussi, des fois on dépense pas mal. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que c'est orienté B2C, B2C, B2C? Mais en fait, ça fonctionne tout à fait dans le B2B. Hein. Oui. Quand tu parlais de coordonnées bancaires, des fois ça peut être simplement donner son numéro de téléphone. De nos jours, dans la société dans laquelle on vit, quand même, je ne donne pas mon numéro de téléphone à n'importe qui. Donc je vais avoir ce besoin de réassurance, un espèce de symbole de confiance, et ça va être sur cette slide d'ailleurs, mais un espèce de symbole de confiance avant de dire ok, ça a l'air réglo, je peux mettre voilà, mon email, mes coordonnées, mon numéro de téléphone, etc. Et en fait, ça a été la genèse de la création de Trustpilot. C'est que c'est la maman de notre fondateur, Peter, qui... vraiment, je trouve que c'était en 2006, premièrement parce que Trustpilot a été créé en 2007, ne savait pas comment, à qui acheter, est-ce qu'elle pouvait faire confiance, etc. Et du coup, c'est là où a germé l'idée de Peter. Et aujourd'hui, Trustpilot s'est créé en 2007, on a grossi très vite parce qu'on est plus de 800 dans le monde, répartis sur 8 bureaux. Société danoise, donc le siège est à Copenhague, c'est pour ça qu'on vient tous les deux du Grand Nord. Et notre mission, on parle beaucoup de mission dans la tech, c'est vraiment, on veut devenir le symbole de confiance sur Internet. On veut que tous les individus connaissent notre logo par cœur et dès qu'ils le rencontrent, savent qu'ils vont tomber sur des avis fiables, transparents, honnêtes, qui vont leur donner les éléments en main d'acheter un produit ou faire quelque chose sur Internet, quoi. Très bien. Voilà. Donc on est vraiment une marque pour les consommateurs et les marques ensuite nous utilisent pour générer de la preuve sociale et améliorer leur performance et atteindre leur objectif marketing. Très bien. Donc, on voit ici sur la slide à l'écran, les avis Trustpilot vous rapprochent de vos clients et boostent votre entreprise. Donc, ça, c'est quelques clients avec qui vous travaillez. Plus de 6 milliards d'avis lus chaque mois. Ouais. Top 1% des sites web les plus visités au monde. Énorme, ça. Et ça se voit de plus en plus. En fait, faut bien comprendre qu'on vit dans un monde de plus en plus digital. Et en fait, c'est au fur et à mesure que cette digitalisation s'accélère dans les pays, on voit que Trustpilot devient de plus en plus important. Alors nous, on est danois, donc forcément, si on prend le classement au Danemark, on est dans les 10 sites les plus visités au Danemark. Google, Facebook, YouTube, Trustpilot, on a presque une dimension de réseau social. Et c'est vrai que dans des pays qui sont plus digitaux que la France, pour être super honnête, comme le Royaume-Uni, on va être le 21e site le plus visité au Royaume-Uni, par exemple. Et on remarque qu'au fur et à mesure qu'un pays se digitalise, la place que prend Trustpilot dans la vie digitale des consommateurs prend elle aussi de plus en plus de place. Moi, c'est ce que je dis souvent à nos clients, tapez le nom de avis plus le nom de votre marque, vous allez voir les résultats qui ressortent. Ouais, c'est vrai, on est recherche, on est très bien identifié dans les moteurs de recherche. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de donner tous ces éléments aux individus pour qu'ils prennent les bonnes décisions et les armer de confiance, quoi, avant d'entamer un achat ou quelque chose sur Internet. Donc, plus de 120 millions d'avis sur la plateforme. Alors, moi, j'ai une question. Plateforme ouverte ou plateforme ouverte? Ouverte ou ouverte? C'est une plateforme ouverte, ça c'est sûr. En fait, plateforme ouverte, oui. Ouverte, on va apporter des précisions pour être sûr que tout le monde comprenne bien. En fait, ce qu'a dit Thomas et notre mission à nous, c'est toujours de faire plus de confiance. C'est-à-dire que les consommateurs, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est savoir, avant de se lancer dans une première expérience avec une entreprise, ça s'est passé comment ailleurs. Donc, on leur a demandé aux consommateurs pourquoi est-ce que vous avez ce besoin, et ils nous ont répondu pour être, souvent on parle de réassurance. J'ai envie d'être rassuré avant d'y aller. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez enclin et puis en toute confiance pour tenter l'aventure. Et ce qui revient toujours, c'est le besoin de transparence. C'est-à-dire que nous tous, en tant que consommateurs, on a de moins en moins confiance dans les entreprises, dans les marques, et on va faire de plus en plus confiance à nous, en tant que pairs PAIRS,
Et on va avoir ce besoin de savoir exactement comment ça s'est passé. Donc, une plateforme ouverte, pourquoi? En gros, pour bien comprendre, une plateforme ouverte, ça va être une plateforme en opposition à une plateforme fermée. Voilà, c'est évident. Mais une plateforme fermée va permettre la récupération d'un avis uniquement si et quand l'entreprise décide d'envoyer l'invitation. C'est-à-dire que l'entreprise A décide que, à ce moment-là, OK, j'invite personne Y. Pas de souci, très bien. C'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec Trustpilot. C'est le moment, on invite la personne, aucun souci. Mais comment, je crois que dans l'émission, enfin dans le workshop juste avant, vous en parliez, une expérience maintenant avec une entreprise, c'est pas juste du post-achat. C'est pas juste j'ai acheté mon produit, je l'ai reçu, voilà, j'ai fini mon expérience. L'avant-vente, c'est une expérience. Le service après-vente, c'est une expérience. Dans le B2B, presque le post-achat, c'est minime. L'important, c'est les années d'expérience avec l'entreprise. Le centre de contact, c'est une expérience. Absolument. Le recouvrement aussi, c'est une expérience. On l'a vu aussi. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, l'important, c'est pour nous d'être capable de récupérer aussi les avis à ces moments-là. Pas uniquement quand l'entreprise a décidé, tiens, c'est le moment d'inviter la personne. Donc, plateforme ouverte à toutes les personnes qui ont vécu une expérience. C'est pas juste parce que j'ai envie de m'exprimer sur une entreprise que je vais pouvoir le faire. Et c'est important. On n'est pas du côté des consommateurs, on n'est pas du côté des entreprises, on est du côté de la transparence. Et ce qui est important pour nous, c'est juste qu'une personne qui a vécu son expérience mais qui n'a pas été invitée puisse quand même s'exprimer. En fait, on essaye de donner vraiment l'image la plus juste d'une entreprise ou d'un business. On fait une analogie souvent, c'est que dans une démocratie, il y a des élections. En fait, on ne demande pas aux gens de voter que les gens qui ont été invités. En fait, tout le monde peut aller voter, si on a plus de 18 ans, évidemment, parce qu'on pense que c'est là qu'il va y avoir les résultats les moins biaisés, quoi. Voilà, si je peux simplifier. Par rapport à une élection, c'est le rapport, il est proche. En fait, c'est juste, est-ce que ce serait une démocratie si c'est le gouvernement qui décide qui a le droit de voter? À mon avis, ça serait un peu tendancieux. Donc là, forcément, ça paraît très bien tout ce qu'on dit, puis on nous pose souvent la question, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a une personne qui décide de venir spontanément déposer un avis, mais qui n'est pas forcément légitime? Et nous, on fait un énorme travail, justement, sur la légitimité des avis. Il y a une stat qui dit qu'on a 2,2 millions d'avis qui ont été supprimés en 2020. D'ailleurs, tout à fait. C'est énorme, 2,2 millions d'avis. C'est à peu près 5% de l'ensemble des avis qu'on a récupérés en 2020. Donc nous, notre travail, il est vraiment là. Il est d'avoir énormément de moyens en place pour s'assurer que la plateforme soit la plus légitime possible. Et pour ça, il faut que les avis soient légitimes. On a des logiciels anti-fraude, on a beaucoup de forces humaines. D'ailleurs, on a été hyper transparent. On a sorti un rapport de transparence sur l'année 2020. Du coup, c'est de là qu'on a récupéré cette statistique. Puis vous pouvez absolument aller le voir pour comprendre exactement ce qu'on met en place pour pouvoir garder la plateforme la plus clean possible. Évidemment, on a une charte, un avis, ça doit être une expérience authentique, ça doit être non promotionnel, il ne doit pas y avoir d'insultes, etc. Et on s'assure de protéger notre plateforme et aussi nos entreprises, quoi. Et du coup, la modération, elle est possible pour les entreprises? Alors, modération, c'est un mot qu'on utilise avec un petit peu avec attention parce que c'est plus signalisation. C'est de la signalisation. C'est de la signalisation. La modération, ça voudrait dire que je suis une entreprise, j'estime que cet avis n'a rien à faire là, je le supprime. Ça, c'est de la modération. En fait, la modération, elle est possible, oui, mais par Trustpilot, pas par l'entreprise. Les entreprises et les consommateurs, d'ailleurs, on fait vraiment appel à notre communauté, vont signaler les avis qui semblent suspects et c'est nous qui allons, après, du coup, s'assurer de la légitimité de l'avis. Parce que sinon, ce serait trop simple. Tous les avis qui, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai. Comme par hasard, c'est les 1 étoile en plus, souvent. Donc, c'est important pour nous qu'on garde ça. Si je dois rentrer même dans le détail, c'est que si un avis est déposé, une entreprise estime que cet avis il est pas fiable ou il n'est pas vrai, il peut le signaler. Et nous, en fait, on va rentrer en contact avec la personne qui a laissé cet avis. On va lui demander de prouver la véracité de son expérience. Et s'il n'est pas capable de nous le prouver dans un temps imparti, alors on peut enlever cet avis. Très bien. Voilà. Et du coup, ça nous amène à une transition. Avis négatif et e-réputation. Est-ce que du coup, c'est pas un peu paradoxal? Non. Prochaine question. Non, pas du tout. En fait, c'est hyper important les avis négatifs et c'est là qu'en fait presque tout prend son sens. Je pense que personne n'est parfait. Enfin, c'est pas moi qui le pense. Je pense que tout le monde pense que personne n'est parfait. Enfin, peut-être moi, mais bon, peut-être, ouais, voilà. C'est possible. En tout cas, j'ai pas la preuve que non pour l'instant, mais on creusera le sujet. Donc, du coup, les avis négatifs, en fait, c'est juste pas crédible s'il y en a pas. C'est la base de la base. Mais
Ne pas avoir d'avis négatif, ça voudrait dire que personne n'a jamais été mécontent des services d'une entreprise. Si jamais on regarde en ligne et qu'on se dit « Ah, personne n'a été mécontent », ça n'arrivera pas. On se dira plutôt « C'est pas Oula ». un peu suspect, ça. Entourloupe, disait Thomas tout à l'heure, ça sent un peu l'entourloupe. Donc les avis négatifs, c'est pour ça qu'ils sont hyper importants. Il faut bien comprendre aussi que les avis clients et puis les centres de contact et tout ce que nous on fait en tant qu'entreprise pour avoir la meilleure expérience client possible, eh ben, on ne pourra jamais l'améliorer si on n'a pas d'avis négatifs. Si tout se passe toujours bien, il n'y a pas d'axe d'amélioration, ce qui est pas possible. Ouais. Donc pourquoi c'est pas paradoxal? Parce qu'ils vont crédibiliser les avis négatifs. Les avis positifs, pardon, les avis négatifs crédibilisent les avis positifs parce qu'on va pouvoir offrir encore et toujours de meilleures expériences parce que la réputation, elle n'est pas fixe. Hein. On peut s'améliorer, on peut avoir une meilleure réputation en 2023 qu'on avait en 2021. C'est le but même. Et aussi parce que les consommateurs, tu disais dans le workshop d'avant, ce qu'on veut surtout pas, c'est rester sans réponse. La moindre des choses, c'est d'apporter une réponse et c'est ce qu'ils recherchent, les consommateurs. En venant sur la plateforme très visible qu'est Trustpilot, c'est OK, ça se passe bien la plupart du temps. Quand ça se passe mal, pourquoi? Et est-ce qu'ils répondent? Il n'y a rien de pire que d'avoir une note mitigée chez Trustpilot et voir des avis qui restent sans réponse. On se dit, en tant que consommateur, je n'ai pas forcément envie de vivre cette même expérience. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit paradoxal et je pense que ça prend tout son sens même d'avoir des avis négatifs dans une stratégie de réputation. En fait, je vois qu'il y a aussi une stat, c'est 64% des consommateurs dans le monde préfèrent acheter auprès d'une entreprise réactive plutôt que d'une entreprise qui semble parfaite. La Covid, par exemple, qui n'a pas attendu un paquet pendant la pandémie parce qu'on s'est tous mis à acheter sur Internet, c'était très dur de suivre. Exactement. Et respect d'ailleurs, hein, toutes ces personnes qui étaient en... Voilà, ça devait être hyper difficile et je pense qu'ils ont fait un travail plutôt correct. Ou même les entreprises de voyage. J'ai vu la différence, on avait tous quelques billets de prix ou quelques voyages de prévus, j'ai vu la différence entre une entreprise qui m'a dit « Écoute Guillaume, on ne va pas pouvoir te rembourser tout de suite ». Voilà, et on peut comprendre. Et les entreprises qui ne m'ont rien dit du tout. Là, je vivais une expérience horrible en étant sans réponse sur que va devenir ce remboursement. Alors, toutes les entreprises qui m'ont dit pas tout de suite, je prenais mon mal en patience parce qu'on comprend que c'est une crise économique, etc. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop paradoxal, je pense, les avis négatifs et les réputations. Ouais. Et puis répondre, et puis là, tu parlais du cas des réponses et du coup d'aller proactivement aller répondre à tous ces avis. Laisser quelqu'un sans réponse à une mauvaise expérience, ça crée vraiment un vrai détracteur qui peut faire vraiment du mal. Répondre à des avis et on a plein de techniques pour bien répondre à ces avis négatifs. Là, tu peux vraiment transformer un détracteur en promoteur, quoi. Donc ça peut vraiment être gagnant-gagnant. Et du coup, quand les clients sont satisfaits des réponses de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer pas mal de choses. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas empiré la situation, donc pas de détracteurs, comme disait Thomas. Et puis aussi, on remarque que ça va être un moyen de fidéliser. En fait, il y a des gens qui n'ont aucun souci de prendre le téléphone et de dire c'est n'importe quoi ce qui s'est passé comme expérience. Mais par contre, il y a plein de personnes qui se sentent en sécurité dans un médiateur impartial qui est Trustpilot pour venir plus discrètement sur Internet dire que ça s'est mal passé. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont changer leur avis, tout simplement, à l'issue d'une réponse apportée par l'entreprise. Encore une fois, personne n'est parfait, mais par contre, si la moindre des choses, c'est de répondre et de tenter d'apporter une solution. Donc là, il y a pas mal de statistiques qui le prouvent, mais 42% changeraient leurs avis en avis positifs. Souvent, on a des personnes un peu pessimistes au téléphone qui disent « mais ils vont jamais changer, ils vont jamais changer ». Si, en fait, ils le font très souvent. Parce que il y a le mérite d'avoir fait quelque chose à propos de cet avis négatif. Et la recommandation au niveau des entreprises, 25% recommanderaient cette entreprise quand les clients sont satisfaits en tout cas des réponses apportées, et 13% supprimeraient leurs avis négatifs. Absolument. Ouais, c'est quand même assez fort comme stats. Donc c'est la source, on va le rappeler, c'est Trustpilot Survey of 512 North Americans and 492 Europeans en 2019. C'est une étude récente. Ouais. Vous avez sorti vous-même des études là, pour les 20 ans. Sur les avis, ce matin. Voilà, on a parlé, oui. C'est pareil que l'importance des avis, mais je ne veux pas spoiler. Je vous inviterai à aller consulter le Exactement, rapport. Télécharger l'étude, tout à fait. Et puis là, on a bien parlé ce matin. Du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est posé la question aussi, pourquoi est-ce que ça ferait sens une collaboration entre Eloquent et Trustpilot. En gros, avis spontané, la sous-question, c'est un petit peu ça qui sous-tend un peu cette question. Avis spontané sollicité, c'est pour quelle cohabitation? Je vous propose de regarder un petit magnéto, s'il te plaît, Benjamin, pour illustrer
concrètement mode collaboration. Donc, vous voyez une enquête qui vient d'être envoyée, répondant qui répond à une enquête de satisfaction, il pose sa note, il pose son commentaire. Il y a un consentement, bien sûr, de publication de l'avis, potentiellement le titre de l'avis qui peut être passé en paramètres, et ensuite une enquête de Trustpilot où le répondant, le client, ressaisit sa note et son commentaire pour des questions de RGPD compliance, d'indépendance et surtout de respect du duplicate content sur Google. Voilà. Exactement. Donc on peut passer pour pré-remplissage, pour aider, faciliter quand même le nom de la personne qui publie, l'adresse mail, potentiellement le titre. Voilà, ce sont des choses qu'on arrive à faire pour ensuite aller publier cet avis sur le profil de la marque, de l'entreprise qui dispose d'un compte en fait Trustpilot. Absolument. On est d'accord. Vous voulez un petit peu commenter cet aspect-là, avis spontané, sollicité Ouais, déjà, ce qu'il faut, je pense, dire, c'est que les avis spontanés sont souvent très positifs ou très négatifs. C'est que souvent, soit on a un enthousiasme débordant et alors on est très content d'aller répandre sa joie sur Trustpilot. Si c'est plutôt une mauvaise expérience aussi. Et en fait, c'est très important du coup d'aller inviter pour aller essayer de rééquilibrer tous ces avis spontanés s'ils sont surtout négatifs. C'est que je crois 80%, et Guillaume tu rectifieras, mais 80% des avis sous invitation sont 4 ou 5 étoiles. Et donc du coup, là, cette espèce d'alliance technologique qu'on a avec Eloquent, qui est un leader français en satisfaction client, et aussi on verra après en dialogue avec les clients, ça prend son sens, parce qu'on peut identifier tout un pool de gens qui sont prompts à laisser des avis, donc des feedbacks internes qui permettent d'apprendre plein de choses en tant que business. Du coup, tous ces gens-là, on peut aussi les diriger pour aller prendre leurs très bons avis et les diriger vers l'extérieur pour aider d'autres consommateurs ou d'autres individus à prendre de bonnes décisions. Parfait. Ouais, pour compléter, en fait, tu avais bon dans la stat, c'est à peu près 3/4, c'est comme ça que je me rappelle à chaque fois, 3/4 des avis sur invitation sont 4 ou 5 étoiles. En fait, un moyen hyper simple de s'en rappeler, c'est, on compare souvent ça au karaoké. Si on demande là maintenant à Thomas de chanter Allumer le feu de Johnny Hallyday, pas sûr que Thomas se lance, pas sûr. Alors que là, quand on est déjà dans un parcours éloquent, tout le monde est déjà en train de chanter, on est en train de répondre, on est prêt, etc. Et en fait, ce serait l'équivalent de 6 mois la semaine prochaine, un samedi soir, tout le monde est déjà en train de chanter et je tends le micro à ce moment-là à Thomas. Il pourrait pousser la chansonnette à ce moment-là beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc en fait, spontané et sollicité pour quelle cohabitation comme disait Thomas, spontané, très positif, très négatif, mais on perd la majorité des personnes parce qu'elles ne vont pas fournir l'effort d'aller laisser l'avis. Donc là, l'important, c'est d'avoir une note qui soit représentative de la qualité de service, justement, s'assurant de solliciter au bon moment, quand la personne est enclin à laisser son avis, pour pas qu'elle ait à fournir un effort surhumain pour aller déposer un avis sur Trustpilot. Et le deuxième volet où ça prend son sens de faire une collaboration technologique avec Eloquent, c'est toute la partie dialogue client. C'est pas encore quelque chose de disponible, mais un jour, en tout cas, c'est capable de le faire, c'est d'aller pousser tous les avis Trustpilot dans la plateforme Eloquent pour qu'un client commun puisse répondre aux avis Trustpilot ainsi que leurs autres canaux de communication, répondre aux avis de la plateforme Eloquent. C'est considérer un avis comme une interaction. Exactement. Avec, faire s'animer, le centre de contact en fait, autour de ces thématiques-là aussi, évidemment. Et ça résonne avec les chiffres qu'on a vus précédemment. C'est un avis, par exemple, négatif qui arrive, il faut être réactif, il faut répondre. Et d'avoir un peu sous le même toit tous ces canaux de communication, ça aide à faire ça, quoi. Il faut se demander pourquoi aussi, parce qu'en fait, les consommateurs, ils veulent voir comment la réactivité d'une entreprise, ça revient sur la statistique. Si vous allez sur une page Trustpilot, vous allez voir que sur la droite, par exemple, il y aura plein de statistiques qui vont aider à comprendre la qualité presque du centre de contact quasiment, s'il est connecté bien sûr, mais on va dire, cette entreprise a répondu à 92% de leurs avis négatifs, répond généralement dans un délai de 3 à 4 jours, délai d'une semaine, délai de 2 semaines, parce que c'est des informations que les gens veulent avoir rapidement, sans avoir à lire l'ensemble des avis qui ont été déposés depuis 6 mois, pour pouvoir se faire une idée de la réactivité. C'est important la récence aussi, je crois. C'est hyper important. En fait, pour donner des statistiques sur nous, les Français, on préfère des avis de moins de 1 an. C'est pour plus de 60% largement qui pensent qu'un avis qui a plus de 12 mois n'est plus pertinent du tout.
Et ils sont une minorité à penser qu'il faut carrément des avis de moins de 3 mois. Je crois qu'ils sont à peu près 15% à dire qu'il faut que l'avis soit très 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 récent. C'est pour ça qu'une page Trustpilot sera toujours par ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on va mettre un avis il y a 1 heure, et puis même en termes de... Il faut se rappeler que l'important, c'est de s'aider nous les uns les autres. Si je te dis, Aurélie, hier soir, je suis allé dans un café qui était génial, tu me dis cool. Si je te dis, en 2017, Aurélie, je suis allé dans le café, il était génial, tu vas me dire cool, mais... ça a peut-être pu changer, quoi. Ça a peut-être pu changer, ouais, exactement. C'est pour ça que c'est hyper important que ce soit récent, quoi. Très bien. Du coup, quel ROI pour les marques? Quel retour d'investissement? Il y en a plein. On va essayer d'être synthétique. Je pense que là, on vient de toucher un des premiers points, en fait. En étant proactif dans la récupération du feedback, eh ben, on s'assure d'avoir tout le temps des avis qui soient pertinents. Parce qu'encore une fois, on sait quoi, c'est 8 sur 10. Tout le monde va regarder des avis avant de passer à l'achat. Il faut qu'ils tombent sur des avis qui sont pertinents en leur sens. Donc, quand on a une stratégie active avec Trustpilot, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir une page très visible avec des avis très pertinents pour les consommateurs. Donc, je dirais que c'est l'un des premiers points parce que c'est ça qui va permettre de faire de la réassurance, quoi. Je pense que le gros du ROI, ou ce qu'on nous demande souvent, nous, les entreprises, parce que c'est facilement quantifiable, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir transformer cette voix du client qui est crédible et visible chez Trustpilot en du revenu supplémentaire. Et ça va être, en fait, s'assurer que le trafic, donc les gens qui recherchent un peu un service ou un produit qui est celui que vous offrez, ce trafic, il va être beaucoup plus qualifié quand il aura consulté ou compris un score Trustpilot avant de cliquer. Ça se met beaucoup dans les ads, Facebook, Instagram. Moi, je sais que mes ads sur Facebook et Insta, il y a de tout. Il y a du bon et du moins bon. Et en fait, il y a beaucoup qui ont intégré ce marqueur de confiance. Thomas, tu disais tout à l'heure que l'important, c'était d'être un symbole universel de confiance. Le gros du ROI, ça va être justement là sur la réassurance, sur la preuve sociale. On rejoint le concept de preuve sociale. Complètement. Toute cette preuve sociale qu'on récolte, alors il y en a plein, mais les avis font partie de la preuve sociale. Le but, c'est d'aller de l'afficher sur tous ces canaux marketing pour aller améliorer en fait tout le parcours d'achat et toutes les performances. Acquisition, conversion sur site et rétention. En fait, c'est un vrai cercle vertueux parce que le fait qu'il y ait une plateforme ouverte, ça va faire qu'il va y avoir des personnes qui vont venir spontanément parfois déposer des avis. C'est un peu le même système que dans le workshop d'avant, enquête à chaud, enquête à froid. Des fois, si on ne se base que sur les invitations, on va avoir que des enquêtes à chaud. Et de temps en temps, un avis à froid, en quelque sorte, va nous permettre de comprendre peut-être une problématique qu'on ne sait pas qui existe. Comment est-ce qu'on est censé réparer une erreur qu'on commet si on ne sait pas l'avoir commise? Donc c'est un des autres ROI, c'est si d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a un problème pour confirmer l'achat, par exemple, d'un coup les gens ils vont très rapidement dire j'ai pas réussi, j'ai pas eu de confirmation de commande, ils vont venir spontanément. Donc ça va être un peu aussi pour vous améliorer vous en tant qu'entreprise, quoi. C'est un peu aussi ce que vous faites, c'est que tous ces avis sont des super retours pour beaucoup mieux comprendre son business. Et vraiment c'est vraiment aussi l'objectif de Trustpilot, c'est qu'on veut pas forcer les marques, mais pousser les marques à comprendre ce qui se dit sur eux et pour aller améliorer leur expérience. Je vais vous prendre un exemple. On a un client historique qui est spécialisé dans la vente de produits pour les enfants. Grâce aux avis, ils sont identifiés de deux choses. La première, c'est qu'au niveau de livraison, ils travaillent avec plusieurs transporteurs, mais grâce aux avis, parce qu'ils les catégorisaient, ils étaient capables de les taguer, tous les transporteurs ne se valaient pas. Du coup, ils ont accentué leur collaboration avec les meilleurs, peut-être ceux qui laissaient le plus d'avis 4 ou 5 étoiles. Ça a servi la livraison. Mais ça a aussi servi l'équipe marketing, parce que grâce aux avis, ils se sont rendus compte que les produits reçus ne correspondaient pas aux produits, aux photos du magasin, aux photos du e-commerce. Et du coup, l'équipe marketing a dit, bon, on arrête. On retravaille ce chantier, on refait des shootings produits parce que ce décalage, il n'est pas bon. Et en fait, en faisant ça, très vite, ils ont vu leur amélioration et leur Trust Score, cette note Trustpilot sur 5 qu'on peut mettre en avant sur les sites, ce badge, ils ont amélioré ça très vite. On voit ça, ça devient une publicité. Vraiment. Tant que la note est bonne, on n'a pas encore de personnes qui mettent en avant leur... Si, d'ailleurs, tiens, c'est un très bon ROI, ça je pense, mais je suis tombé sur, alors je crois que c'était sur mon LinkedIn, sur quelque chose que j'ai trouvé génial. C'était un de nos clients qui mettait en avant un de ses avis 1 étoile. Et j'ai trouvé ça hyper puissant. Exact. Je me suis dit... Et en fait, ils ont dit, ils mettent l'avis qui était assez virulent en plus.
et ils disent maintenant, mettons un peu de contexte. Et après, ils repoussent tous leurs autres avis. Ils mettent en avant la volumétrie qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en œuvre. Et je me suis dit, mais waouh, c'est tellement crédible. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent. On appelle ça le honest marketing, qui est, on va être presque choquant de vérité pour pouvoir dire, je ne suis pas en train d'essayer de vous entourlouper. Voilà ce qu'on fait et en toute transparence. Donc après, pour aller dans un truc un peu plus héroïste, on a la chance d'être partenaire avec Eloquent, mais on va être aussi Google Review Partner. Dans le concret, si vous faites du Google Ads, du Google Shopping, on a aussi plein de mécaniques qui vont faire que vous optimisez ces ads grâce à Trustpilot. Mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ça rejoint la preuve sociale, ça rejoint la réassurance. On peut comprendre que les services marketing ont des économies à se faire, entre guillemets, exactement, sur la partie publicité notamment. Hein. Et bien c'est ça, c'est qu'il y a la partie service client qui fait un très très bon travail et le marketing qui capitalise sur le très bon travail du service client. C'est un peu ça. Quoi. C'est vrai que généralement ça améliore un peu les taux de clics de tous les formats publicitaires. Et donc ça peut faire baisser les CPC dans le cas de Google. Les CPC, les coûts par clic pour notre audience qui n'est peut-être pas forcément digital marketing, on va dire, habitué. Quoi. C'est très bien. Écoutez, côté fidélisation aussi. Ça revient sur le promoteur détracteur. Il y a beaucoup pour la fidélisation. Un autre point qu'on va mettre en avant, par exemple, c'est un point qui a été très très bien fait, je pense. C'est Staples, donc de la bureautique, qui utilisait tous les abandons de panier. Admettons, je mets un photocopieur, je me dis je vais pas l'acheter. Ils ont envoyé des emails à ces personnes avec tous les avis produits concernant ce photocopieur. Et en fait, c'est cette notion de preuve sociale. Il y avait quelqu'un qui avait forcément un besoin, une envie, qui n'a pas voulu aller au bout de la chose. Et en fait, ça a aidé à fidéliser. Fidéliser aussi, justement, avec cette idée presque de lanceur d'alerte, de personnes qui n'osent pas dire que ça s'est mal passé, qui va dire bon, j'avoue que j'ai pas été très content. Et là, vous avez une chance de pouvoir transformer cette personne en quelqu'un qui va peut-être réacheter ses goûts. On l'avait vu dans les statistiques, 25% supprimeraient leurs avis négatifs, 40% recommanderaient. Donc fidélisation, c'est un gros point, je pense. De toute façon, c'est acquisition, ça fait venir plus de monde sur des sites internet. Conversion, ça aide à convertir, ça réassure, ça crée de la preuve sociale. Et puis 3, tous ces avis, on s'en sert pour fidéliser, répondre et montrer qu'on est là et on accompagne nos clients jusqu'au bout de l'achat, etc. Puis animer sa communauté, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Ma communauté. Toutes les entreprises essayent de créer une communauté avec les différents réseaux sociaux, etc. Et en fait, en laissant ce micro, on invite les consommateurs à se joindre à ce karaoké tous ensemble. C'est clairement ça. Donc, ça va vous permettre d'avoir, par exemple, des avis produits avec des photos du produit. Parce que, voilà, et tu parlais du client qui a changé ses packaging. Mais moi, ça me paraît important maintenant de voir, surtout si c'est un vêtement, si c'est du mobilier, si c'est quelque chose, dont la photo a été faite par un photographe qui s'y connaît, j'ai envie de voir avec un smartphone un peu pourri, pas très bien cadré, que il est vraiment bien le canapé dans un vrai salon, quoi. Pas que chez notre fournisseur préféré. C'est ce qu'on appelle les UGC, les User Generated Content. Très bien. Contenu généré par l'utilisateur. Contenu généré par l'utilisateur. Je peux le dire en danois si vous voulez. Tac. Tac, merci. Voilà. Écoutez, moi aussi, peut-être qu'il y avait une morale de l'histoire. J'ai presque l'impression qu'il faut chanter ses avis. On a beaucoup parlé de ses avis. Ça serait de la morale de notre collaboration, de cet atelier. Vous êtes d'accord ? Collecter, afficher. Collecter, afficher, chanter, karaoké. Tout à fait. Voilà. Je rejoins. Très bien. Chantal, est-ce qu'on a des questions sur le chant des avis ? Alors, très rapidement, puisque le temps nous est compté, il y a eu pas mal de questions, donc je vais en sélectionner une ou deux. Donc, Marc qui demande quels critères déterminent la visibilité ou la moindre visibilité d'un avis ? Alors, il n'y a aucun critère. On est toujours chronologique. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est la transparence. Encore une fois, le consommateur veut voir des avis qui sont pertinents pour lui. Le seul critère que je pourrais mentionner qui peut répondre à Marc, si je ne me trompe pas, c'est la langue, qui ça me paraît quand même assez important. Si je suis quelqu'un de francophone, le seul critère qui pourrait rentrer en compte, c'est qu'on va montrer les avis les plus récents en français. Espagnol, anglais, etc., etc. Mais par contre, sur une page Trustpilot, on ne va jamais mettre en avant d'abord les 5 étoiles, après une étoile, parce que ce serait contraire à tout ce en quoi on croit, nous. Donc,
pas de critères si ce n'est la langue. D'où le fait aussi d'avoir des dispositifs d'écoute à chaud pour sûr. en collecter de manière régulière. Ouais. Et que ce soit les derniers, les dernières expériences qui arrivent en fait. En fait, c'est le consommateur qui impose le critère, parce que lui, il va regarder la fraîcheur des avis et il ne va pas aller regarder les anciens avis. Donc, on les classe de façon chronologique et c'est suffisant. C'est déjà bien, Ouais. Chantal, une autre question? Oui, alors là, j'espère que vous avez de bonnes connaissances juridiques. Claire qui demande, bonjour, quelle est la position face à la certification du processus de collecte, modération et diffusion des avis, afin de poursuivre les efforts de transparence, entre parenthèses, norme ISO 20488. Alors, Il y a normalement... une certification AFNOR. Voilà, j'ai la réponse. On est certifié AFNOR. Voilà, alors je ne sais pas si c'est le numéro de la norme ISO, mais il y en a une, c'est la norme AFNOR France, la certification. Oui, absolument, nous sommes certifiés AFNOR. Ouais. Oui, donc vous, cette certification qui vous porte, Ouais. effectivement, on est éditeur de solutions de feedback et d'expérience, feedback management. Donc nous, on est certifié ISO 27001, mais c'est plus sur la sécurité. Et pour la partie fiabilité, entre guillemets, parce que c'est un peu ça aussi derrière, c'est-à-dire est-ce que l'avis il est vrai ou pas, nous, de toute manière, on ne peut rien avoir si on n'a pas eu un fichier transmis par les entreprises à la base, ou des appels API, de manière très technique. Donc en gros, si le CRM ou le RP ou le système d'information de l'entreprise n'a pas enregistré d'interaction, nous, on ne peut rien déclencher. Donc voilà, on n'a pas besoin de cette certification, puisque c'est une chaîne de traitement. Mais bien sûr, vous, acteurs des avis, vous y êtes soumis. Tout à fait. Oui. Peut-être une dernière réassurance pour Amine qui demande comment peut-on se fier aux notations reprises sur Trustpilot alors que les avis laissés émanent beaucoup plus d'un client mécontent que d'un client satisfait ou neutre. Donc peut-être réinsister sur la notion de sollicité versus spontané. Absolument. En fait, c'est pas le cas. C'est ce qu'on nous demande. On dit souvent, oui, c'est des avis spontanés, virulents, mécontents. Il faut savoir que sur Trustpilot, il y a 144 millions d'avis, je crois, ce matin. Sur ces 144 millions d'avis, il y a 63 quarts, c'est 75-80% des avis qui sont 4 et 5 étoiles. Donc déjà, c'est statistiquement... Donc en fait, vous constatez la même chose, parce que nous, on le dit aussi sur la partie Tout à fait. dispositif d'écoute à chaud, mais c'est plutôt sur les réseaux sociaux que parfois, c'est plutôt les extrêmes qui s'expriment. Mais vous, c'est pas vraiment ça. Non, en fait, regardez la quantité d'avis aussi. S'il y a 3 avis pour une note de 1, bien sûr que cette note n'est pas crédible chez Trustpilot. 3 avis pour 1, moi je ne me fierais pas à cette page Trustpilot. Si on commence à avoir 300 avis, 3,8, je me dis, ok, ça commence à être une note légitime. Donc la plupart des avis qu'on soit sur Trustpilot sont sur sollicitation et la plupart sont positifs. Donc c'est pour ça qu'on peut... Moi, je conseillerais juste d'inviter tous les clients et pas laisser juste les gens peut-être pas contents à venir s'exprimer. Il faut tendre le micro pour toujours rester dans ce registre de chansons. Et tout le monde peut le faire parce qu'on veut être sur tous les domaines du monde et on peut même un client peut utiliser notre service gratuit pour commencer à collecter. Il peut avoir 100 avis par mois. Et donc, ça peut être une bonne façon de commencer. Tout à fait. Parfait. Alors, une petite dernière, parce que ça Carrément. m'a interpellée parmi toutes les questions. C'est Pierre-Jean qui demande, est-il possible sur Trustpilot d'aller chercher les avis par produit et pas par marque? Alors, pas sur la plateforme, parce qu'en fait, les avis produits, c'est quelque chose qu'on fait, et qu'on fait très bien. On parlait des avis produits avec photo, etc. Cependant, pour des bénéfices SEO, on préfère que les avis produits ne soient disponibles que sur le site internet du e-commerçant. Alors, ça concernera peut-être moins le B2B, etc. Mais on a pris le choix de dire que sur une page Trustpilot, vous aurez la qualité du marchand, en tant que marchand, ou du service qui est proposé. Et les avis produits ne seront disponibles que sur le site internet de l'e-commerçant, pour des raisons, pour le bénéfice de notre client, tout simplement. Très bien. Je crois, Chantal me fait signe que c'est la fin. Déjà. On était bien. Merci à vous deux. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Et puis, on va conclure. Tendez le micro. Chantez les avis. Exactement. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci Guillaume. Et à tout de suite pour le dernier atelier qui est consacré au pouvoir de la data analytics qui est mis au service de l'optimisation du parcours client. À tout de suite.